Ne faisant qu'un avec Essos, Westeros est depuis 10 000 ans un continent totalement autonome. Divisé en plusieurs entités régionales qui se disputent presque sans cesse le pouvoir, Westeros a une organisation bien particulière. Pourtant, une région échappe au contrôle des rois et seigneurs de Westeros. Érigé autour de l'année 8000 avant la conquête par Bran le Bâtisseur, le mur sépare Westeros du reste du continent. D'un côté, la garde de nuit veille et surveille le dernier rempart du royaume des hommes depuis le mur. De l'autre, on a des vastes terres glacées qui s'étendent à perte de vue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à cette région que l'on surnomme les terres au-delà du mur, mais aussi aux peuples et créatures qui habitent les lieux. Situées à l'extrémité nord du continent, les terres au-delà du mur restent un quasi-mystère pour les Westerosi. Le territoire est délimité par la mer Grelotte à l'est et les mers du crépuscule à l'ouest. Séparées du reste du continent par le mur, les terres au-delà du mur sont aussi bordées par la baie des Glaces au sud-ouest et la baie des Phoques au sud-est. Pour ce qui concerne les délimitations, rien n'est pour l'instant définitif car nous disposons uniquement d'une partie cartographiée de ce territoire. Massivement composé de terre gelée, l'au-delà du mur n'est pas pour autant dépourvu de vie. La forêt hantée est une immense forêt à l'allure plutôt sinistre qui englobe la grande partie des terres devant le mur. On y trouve le manoir de Craster, l'Arbre-Cœur où des nouveaux frères de la garde de nuit viennent prêter serment, mais aussi d'Hurlieu dont nous parlerons plus tard. La forêt hantée abrite de nombreuses espèces animales, notamment du gibier, mais également d'autres créatures légendaires comme les loups-garous, les snarks, tarasques et les enfants de la forêt. Les Crogivres sont une chaîne de montagnes imposante qui sépare en deux les terres au-delà du mur. Il s'agit de terres escarpées avec des cols périlleux, des crevasses, cavernes, etc. Au milieu, on peut voir se dresser le point des premiers hommes sur une petite colline. Il s'agit d'une ancienne place forte des premiers hommes qui offre un abri grâce à des ruines, mais aussi un point de vue important sur les alentours. Toujours froide, cette chaîne de montagnes est la demeure d'animaux tout aussi dangereux comme les lynx des fumées, les aigles, ours et mouflons. De l'autre côté des montagnes, on y trouve la grève glacée, immense terre froide avec un fleuve au milieu. Là aussi, on trouve toutes sortes d'animaux, dont des chiens blancs et des morses. Enfin, la partie la plus au nord se nomme les contrées de l'éternel hiver. Ce territoire n'est presque jamais décrit dans le livre, en revanche, il apparaît dans la série à une seule reprise. Dans la saison 4, on peut y voir un marcheur blanc apporter le bébé de Craster dans ce qui ressemble à une forteresse glacée. Des aurores boréales sont visibles, ce qui semble indiquer que ces terres se rapprochent le plus du pôle nord du monde. Point de contact entre le monde civilisé et sauvage, le mur est sans nul doute la construction la plus imposante en périphérie du territoire. Grande muraille de glace de 210 mètres de haut, le mur fut édifié afin de repousser ceux qui furent appelés les autres durant la première longue nuit autour de l'année 8000 avant la conquête. Mais, au fil des âges, il est apparu que les premiers hommes restés de l'autre côté s'étaient organisés en petites communautés. Tous descendants des premiers hommes, ces communautés se nomment localement le peuple libre, tandis que les Westerosi les appellent péjorativement les sauvageons. Ils n'ont ni seigneur ni roi, ne s'inclinent pas tous devant la même religion et n'ont pas de réel statut juridique. Chez eux, l'honneur et le combat sont deux valeurs très importantes. Tous vêtus avec des peaux d'animaux, les sauvageons sont organisés en plusieurs clans dont voici une brève présentation. Les Tenn sont des sauvageons qui se rapprochent le plus des premiers hommes. Ils parlent encore leur langue, ont les mêmes coutumes et prient des étranges dieux souterrains. Plus disciplinés et organisés que tous les autres clans, les Tenn savent forger des armes grâce à des mines qu'ils contrôlent. Ils obéissent à un magnard, un seigneur en vieille langue, qui dirige son peuple d'une main de fer. Plus au sud, on rencontre deux peuples qui sont en affrontement perpétuel. Dans la grève glacée, les Morsois s'opposent aux tribus cannibales. Les Morsois sont des hommes encore plus barbares qui ont pour chef un grand morse. Se déplaçant avec d'immenses traîneaux fabriqués en os de morse, tirés par des chiens, ils ne sont pas très bien vus par les autres communautés sauvageonnes. Comme dit précédemment, ils sont en opposition avec les tribus cannibales qui résident de l'autre côté du fleuve. Il existe aussi des tribus troglodytes au visage peint en vert, violet et bleu et qui ont la particularité de se limer les dents. Les pieds cornés, quant à eux, se déplacent toujours pieds nus et ont de la corne aux pieds, d'où leur nom. Ils sont en conflit avec les Cours la Nuit, un autre clan sauvageon. Enfin, les écorches phoques sont également à mentionner, bien que très peu documentés. Dans ces contrées, vivent également des clans de géants qui sont nombreux, et n'oublions quand même pas les autres, appelés marcheurs blancs par les Westerosi, qui menacent régulièrement les communautés sauvageonnes. Toujours est-il que ces divers clans sauvageons ne s'entendent pas forcément bien entre eux.
Parfois, ils se regroupent sous le commandement d'un roi au-delà du mur, homme choisi pour sa bravoure et sa force pour mener les sauvageons au pied du mur, en espérant passer de l'autre côté. Les rois au-delà du mur furent plutôt des chefs de guerre que des véritables monarques. Il faut dire qu'ils ont une bonne connaissance du terrain et qu'ils savent que les autres reviendront tôt ou tard pour achever leur œuvre. Pourtant, malgré leurs différences, les clans sauvageons les plus civilisés semblent partager les mêmes coutumes et valeurs. Ainsi, tous parlent la vieille langue et savent également la langue commune de Westeros, mis à part les Ten. Sédentarisés, ils vivent dans des petits villages de fortune et ne connaissent pas la propriété privée. Durlieu, seule structure qui se rapproche d'une ville, fait office d'exception, même si elle n'a plus trop l'aspect d'une ville à l'heure actuelle. Par ailleurs, Durlieu fut également totalement détruite autour de l'année 300 avant la conquête par un mystérieux fléau. Qui peut bien en être la raison? Les autres? Des cannibales? Des esclavagistes? Nul ne le sait, et la garde de nuit ignore encore si la ville est habitée. On sait tous que la série et les livres ont justement apporté une réponse concernant l'habitation à Durlieu. On peut également mentionner que les sauvageons respectent les lois de l'hospitalité et suivent pour la grande majorité la religion des anciens dieux. L'enfance est quand même bien particulière chez eux. Les enfants n'obtiennent un nom qu'à partir de 2 ans, une fois qu'ils sont sevrés. Ils peuvent par la suite adopter un nom et se voir attribuer un surnom selon les caractéristiques physiques ou des exploits divers. La bâtardise n'existe pas chez eux, car avoir un enfant hors mariage n'est pas considéré comme une mauvaise chose. Enfin, le rituel du mariage prend une tournure de faux enlèvement, où les jeunes hommes doivent enlever leurs futures épouses à leur famille, triomphant soit par la force ou par la ruse. Pour ce qui est des rituels accompagnant un défunt, les sauvageons préfèrent brûler les morts pour éviter qu'ils ne rejoignent les autres par la suite. Enfin, les sauvageons recueillent par moments des déserteurs, des membres de la garde de nuit qui préfèrent abandonner leur poste. Du point de vue économique, les sauvageons pratiquent le troc et refusent d'utiliser toutes sortes de pièces de monnaie. Chez eux, les armes sont rudimentaires, tout comme leurs vêtements et équipements, ce qui peut expliquer leurs difficultés. Néanmoins, ces armes rudimentaires permettent parfois aux sauvageons de passer de l'autre côté du mur par la force et de devenir des véritables menaces. On dispose de plusieurs cas de rois au-delà du mur qui parviennent à emmener avec eux leurs forces de l'autre côté. Les frères Gendel et Gorn furent rois en même temps autour de l'année 2700 avant la conquête. Ils ont guidé leur peuple dans des cavernes passant sous le mur et arrivent de l'autre côté sans être vus. Par la suite, ils affrontent les troupes du roi Stark. Gorn fut tué après avoir vaincu le roi Stark, et les sauvageons furent dispersés par la suite. Gendel reconduit alors son peuple dans les cavernes sans jamais en revoir le jour. Les légendes disent que les descendants de Gendel errent encore dans les cavernes, se nourrissant de leur propre progéniture ou de rares passants. Un autre roi au-delà du mur, Bael, aurait infligé une série de défaites cuisantes aux Stark, allant même jusqu'à faire un enfant à la fille du seigneur Stark. On le surnomme le barde parce qu'il était réputé pour composer des chansons relatant ses exploits, mais aussi justement parce qu'il aurait utilisé ses capacités de musicien pour tromper la vigilance du seigneur Stark et emporter sa fille afin de lui faire un enfant. Vous avez un lien dans la description si jamais vous souhaitez tout connaître de la légende de Bael le barde. Enfin, le dernier roi au-delà du mur connu pour avoir fait traverser le mur à ses soldats n'est autre que Raymun Barbe Rouge en 226 après la conquête. Il franchit le mur avec les soldats et entre en conflit direct avec le seigneur Stark et ses bannerets dont la maison Omble. La bataille eut lieu sur les rives du long lac où les sauvageons sont encerclés. Raymun Barbe Rouge parvient à tuer le seigneur Stark avant de se faire lui-même tuer. Vaincus, les sauvageons furent massacrés et c'est une fois la bataille terminée que la garde de nuit arriva sur les lieux. Arthos, frère du seigneur Stark, furieux à cause de leur retard, obligea les frères de la garde de nuit à enterrer les morts. Dans la série, mais aussi dans les livres, on fait la rencontre d'un autre roi au-delà du mur, Mance Rider, qui parvient à mener plusieurs assauts, que ce soit face au mur, mais aussi par derrière le mur, avant de se faire défaire par la garde de nuit, mais également l'armée de Stannis Baratheon. Terre d'où partent les légendes, l'au-delà du mur n'a pas terminé de nous surprendre. Lieu de prédilection des sauvageons, mais aussi de créatures étranges, l'au-delà du mur reste une terre désolée où règne le froid glacial de l'hiver. Dans la série, cette terre est bercée de mystère puisqu'elle permet aux autres, c'est-à-dire les marcheurs blancs, de devenir la menace principale qui pèsera sur le royaume des hommes. Quittant désormais les terres au-delà du mur en détruisant Fort-le-Vent, le roi de la nuit passe désormais de l'autre côté du mur, amenant avec lui la longue nuit mais également l'hiver sur Westeros. J'espère que cette présentation vous a plu et je croise les doigts pour que l'auteur nous offre enfin les contours définitifs de ce vaste territoire. D'après une théorie très populaire sur le net,
les territoires au-delà du mur rejoindraient la partie la plus à l'est d'Essos. Comme vous pouvez le voir, on aurait une jonction entre Essos et Westeros à la manière d'un globe circulaire. Une théorie très sympathique qui, espérons-le, trouvera là aussi un point final quand J.R.R. Martin décidera de finaliser sa carte, ou peut-être pas s'il décide de laisser une part de mystère avec ce territoire. D'ailleurs, avant de vous quitter, je tiens à vous parler de la chaîne de Werther de la Garde de Nuit. Sur cette chaîne, vous y trouverez une série de vidéos décrivant les différentes contrées de Westeros. Comme Werther a déjà réalisé une vidéo sur l'au-delà du mur, le citer dans ma vidéo était quand même la moindre des choses. Je vous encourage à aller y jeter un œil puisqu'il rentre bien plus dans le détail que moi. Bref, là aussi, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez surtout pas à aller y jeter un coup d'œil et pourquoi pas, voir tout ce qu'il a fait comme travail. De notre côté, on se quitte en musique, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!